Faire des lignes, donc tout ce qui est tuyaux, les arbres, les branches, les racines, des cascades d'eau, etc. Donc c'est le même principe, c'est que des assets en fait qui sont réutilisables, qui sont stretchables. Donc là, avec trois briques de Lego, en gros, un tronc, une branche et un feuillage, on peut faire une grande variété d'arbres très vite. Petit sol pour ajouter. Voilà. Donc les rubans pour les formes ouvertes, les lignes, et les carpettes pour les formes fermées et les surfaces. Donc ensuite, comment on crée tout ça? Tout part d'une texture, bien sûr. Donc une texture en fait qui est composée de plusieurs sous-parties. Donc la base, la partie bouclante, la tile, qui fait la pointe, type. Et donc ensuite, on déroule la partie bouclante le long de la courbe. Et pour être un peu plus... je suis désolé, ce talk, j'avais donné en anglais, donc les mots viennent pas toujours en français. Pour être plus fancy, voilà. On peut se découper en deux tailles. Donc là, en fait, l'artiste a finalement deux cases dans lesquelles il peut peindre. Les deux cases boucles. Et donc, si on a 1 mètre de branche à dessiner, donc là, c'est tous les traits rouges, c'est tout ça doit tailler. Si on a une petite branche à faire, on met pas de taille. Si on a une branche moyenne, on met un taille. Si on a une plus grande, on met 2 tailles. Donc ça fait plus de variété en fait. Mais tout sans forcer d'utiliser forcément un bloc massif. Et puis après, si on fait des valeurs intermédiaires, on stretch un peu. Et si on fait une grande longueur, on taille. Donc cette texture n'est pas bouclante telle qu'elle. En fait, c'est très pratique pour l'artiste de peindre tout d'affilée comme ça, mais c'est pas bouclant. En termes de... sur la carte graphique, quoi. Pour que ce soit taillant, il faut que la partie taillante touche les bords. N'est-ce pas? Donc on la découpe. Pour ça, on utilise un asset post-processor. Je ne sais pas si vous connaissez ça. C'est en fait quelque chose c'est un sorte de script qu'on peut faire dans Unity où on est pingé à chaque fois qu'une texture est importée ou qu'elle est réimportée. Donc dès qu'on save dans Photoshop et qu'on revient dans Unity, on a une callback. Et donc là en fait on découpe notre texture, on la recrache dans une autre format. Et donc voilà, on a la partie qu'on veut boucler en haut. Et les deux, le type et la base et le type se retrouvent en bas à touche-touche. Donc là aussi, on vérifie bien que le type et la base matchent elles aussi. C'est important d'ailleurs de placer les choses comme ça parce que, en fait, donc avec en mode repeat comme ça, une texture, on a besoin que les pixels sont filtrés d'un côté à l'autre de la texture. Donc en fait en haut, on veut que ça taille, donc ça tombe bien. Et en bas, on a de l'espace blanc de chaque côté. Donc on va filtrer du blanc sur les deux côtés, donc il n'y a pas de problème. Alors que si on agençait autrement, on pourrait avoir des problèmes de pixels qui dégueulent d'un côté sur l'autre. Ça c'est notre texture de debug pour mieux comprendre le truc. Donc voilà, base, taille 1, taille 2, type, et puis on split, on réarrange. Même principe pour la texture de feuillage. Et puis donc le système est assez flexible pour d'autres types d'assets. Là on a donc des énormes arbres qui sont dans la scène. Donc on voit la taille du renard. La texture d'en bas fait déjà 4096 par 2048. La texture d'en haut fait 2048 par 2048. Donc si on mettait tout sur une seule texture, en fait on perdrait énormément de place. On aurait énormément d'espace vide. Donc en fait on peut splitter le truc en plusieurs textures et toujours sur une seule curve, en fait, on affiche plusieurs bouts de texture. Ça match quand même sans avoir de trou, en fait. Et du coup, on peut aussi faire des variantes parce qu'en fait, la partie de droite, là, c'est pas la même base. Donc on swap juste la base. Alors, plus compliqué, les carpettes. Donc, les carpettes, c'est composé de deux géométries. Donc, le fil, qui est juste une décomposition en fait à partir de la forme fermée qu'on a.
Donc on fait voilà, une géométrie plate avec ça, et le outline qui vient par-dessus et qui fait les bordures, donc c'est mur, sol, et du coup la texture de fil est toute simple, c'est une texture taillante absolument classique. En général on n'a pas besoin qu'elle soit opaque, donc du coup le fait qu'on ait une mèche à part pour le fil, ça nous permet d'avoir un matériau à part et d'utiliser un matériau opaque justement. Au passage, pour générer les UV, c'est archi simple. On prend juste la coordonnée de chaque vertex en Word, et ça nous donne l'UV en fait, par la magie du tag justement. Et du coup, en fait, si on place plusieurs carpettes, chacune ont leurs coordonnées Word, et qu'on met leurs points bout à bout, en fait, automatiquement, on a quelque chose qui match et qui n'a pas de césure. Là où c'est bien plus compliqué, c'est le contour, donc la outline. Donc on commence comme les rubans, on prend juste une ligne, on extrude, on déroule de la texture dessus. Mais alors là, ça va un peu vite, mais de base, si on déroule, si on a 2,5 mètres, on va tomber au milieu d'une texture, mais on peut dire on snap, donc là je finis toujours sur 2. Et encore une fois, on peut dire de snapper sur des demi-valeurs de texture. Donc là, ça peut snapper sur le 1 ou sur le 2. Et comme ça, si on boucle, là, ça snappe bien, on fait un tour. Par contre, là, on voit que les coins sont assez dégueulasses, ça fait des déformations dans tous les sens. Donc, introducing la texture 9 sliced. C'est quelque chose d'assez classique qu'on voit dans tous les packages UI, par exemple. C'est comme ça qu'on fait un bouton, on prend une texture, on stretch, on garde les coins dans les côtés et on stretch le reste. Donc nous, encore une fois, on se la pète, donc on rajoute une deuxième répétition au milieu. Pour, encore une fois, voilà, soit on finit sur T1, soit sur T2. Donc on stretch. Et donc ça nous donne les coins extérieurs. Donc ce que j'appelle les coins extérieurs, c'est si par exemple on a un mur qui monte et ensuite qui va sur le sol, ça nous fait un coin dans ce sens. Si on a un mur maintenant qui descend et qui va sur le sol, ça nous fait un autre coin. Et donc pour ça, il nous faut d'autres textures de coins en fait. Donc voilà, là c'est les coins intérieurs, même principe. Et par contre les bords, là que je les ai répétés, mais c'est les mêmes bords en fait. Puisque le mur ou le sol lui-même n'ont pas changé de l'intérieur à l'extérieur. Et ensuite si on met tout ça ensemble, on a le double nice slice, c'est ça. Et donc ça nous fait un donut. Pour voir à quoi ça ressemble sur un vrai asset, en fait c'est ça. Donc là l'artiste il a juste besoin de peindre tout ça. Donc c'est en gros un gros carré de 4x4 quoi. Où par contre tout doit matcher, le coin doit matcher avec son bord, avec le bord d'à côté, avec le coin d'à côté, et puis pareil en bas, et puis etc. Donc ça peut être un petit peu brainfuck à faire, mais avec un peu de magie Photoshop on y arrive. Et donc voilà, on peint tout ça, et ensuite UV mapping de base, on dit tel coin va sur tel coin, etc. Donc le coin là se retrouve là-haut, le coin de droite là-haut, le coin d'en haut, le bord, les coins d'en bas, le bord d'en bas, les coins intérieurs, alors il y en a beaucoup, et le coin de droite. Donc voilà, et avec ça on déroule autant qu'on veut finalement. Et même chose que pour les rubans, tout ça c'est pas bouclant sur les bords. Donc on fait un coup d'asset post-processor, on découpe tout ça, et là on vient réagencer tout comme on veut. Donc par exemple là, la bande du dessus doit boucler, donc on la met au-dessus. La bande de droite, il faut la rotater, et comme ça elle boucle aussi sur X, etc. Ensuite on met tous les coins en bas. Donc même problème qu'avant, pour les coins, il faut les mettre dans un certain ordre pour qu'il n'y ait pas de bleeding au moment du filtrage. C'est un peu plus simple sur une vraie texture où là on a de l'alpha pour fade out en fait, pour afficher dessous le fil. Et donc voilà à quoi ça ressemble. J'ai pas très bien compris cette histoire de c'est pas bouclant en fait, ça veut dire quoi? Avec les textures on peut pas montrer plus facilement en fait. En fait si tu fais un gros quad et que tu dis je veux afficher 3 répétitions. Ouais. Bon, c'est la théorie des UV, mais tu vas dire ici je commence à 0 et je finis à 3 par exemple. Et la carte graphique toute seule elle va afficher de 0 à 1, puis tu passes à plus de 1 en fait, elle recommence, elle raffiche la même portion de texture en fait.
je sais pas si tu as vu dans Unity, tu peux, quand tu as une texture, tu peux choisir la manière dont ça drape. Il y a le drap, il y a le clamp, il y a repeat. Ouais, je mets souvent un clamp. Ouais, du coup, si tu as qu'un quad, tu mets en clamp. Ouais. Par exemple, tu imagines un quad super long, donc il n'y a qu'un triangle. Ouais. Et dedans, tu veux faire répéter plein de fois le petit bout qui est en haut là. Tu veux pas forcément mettre plein de vertex pour. Avec les UV, on peut pas jouer avec ça. Bah, sinon, il faudrait que tu rajoutes plein d'UV en fait. Plein de vertex. Et du coup, même avec juste un quad, tu peux dire le tiling c'est de 100, mais tu vas avoir 100 petits bouts qui se répètent là. Ouais. Parce que le hardware il filtre les textures comme ça. Tu vois. Quand tu lui donnes donc une texture, ça se filtre de 0,0 à 1,1 en haut à droite là. Ouais. Et si tu lui donnes 10, bah, s'il est en clamp, il va prendre le dernier pixel qui était avant de sortir de la texture. Et si tu lui donnes 10, il va faire 10 fois le tour. Et il va. Enfin, si tu lui donnes 0,5, il va faire des tours comme ça là. Ouais. Jusqu'à ce qu'il arrive à. Donc 10, c'est un mauvais exemple parce qu'il va tomber là. Parce que si tu as 0 et 1 et que tu lui donnes 10, il va faire 10 tours comme ça et puis il va tomber tout poil là. Ouais. Et si tu lui donnes 17, quoi, je sais pas, il va essayer de boucler autour de ça. Puis après, il va retomber sur un truc qui va. Donc c'est pour ça que tu as besoin de mettre tes éléments comme ça, quoi, sur les bords. C'est pas très clair, mais bon, c'est pas un peu là. En fait, Non, mais je veux dire, non, ce que je veux dire, c'est que vous avez rencontré le problème, donc vous avez vu le problème. En fait, moi, c'est vrai que j'arrive pas à saisir le souci. Dès que tu expérimentes avec le mode backlamp, le mode J'ai bras, fait, mais ça fait un effet de flou en fait. bah, tu peux. Linéaire. non, mais ça dépend de Non, ça c'est le filtrage linéaire, mais c'est le wrapping mode qu'il faut changer. D'accord. Ce qu'il faut comprendre, c'est si tu affiches ça, et après tu dis maintenant je vais afficher jusqu'ici en fait, Ouais. et que tu es en repeat, tout seul il va te. Et que tu as mis genre je veux lui V2, tout seul il va redémarrer en fait. Il va reprendre ça, il va le mettre là. Et Alors que si tu fais ça, fait. si tu fais ça et que tu lui dis continue, il va t'afficher ce truc en fait. Ouais. Et après, plus loin, il va t'afficher celui-là. D'accord. Ah Donc tu es obligé de Ça sortir va cette portion et de la mettre, qu'elle prenne 100% de ta Alors charge. là, j'ai compris. Ouais, c'est toute une histoire, c'est comment il clampe les textures matériellement quand tu lui files un UV de 15, qu'est-ce qu'il fait avec quoi. Il faut juste savoir qu'une carte graphique n'est pas capable de tiler sur une sous-section. Après, tu pourrais tailler sous une sous-section si, comme tu dis, tu rajoutes plein de vertex et tu dis j'ai des vertex en 0, j'ai des vertex en 1, après je repasse à des vertex en 0, des vertex en 1. Ça te fait faire plein de mèches pour pas grand chose au final. Puis voilà, c'est bon. Ce qu'il faut aussi comprendre surtout, c'est que les assets post-processeur, c'est super cool. Si vous avez besoin de faire un travail répétitif sur vos textures, pensez-y. Tu es sûr d'être tout le temps 5 mots en fait. Dès que tu changes ta texture, paf, tu régénères ce que tu veux. Et pareil, quand tu fais une bulle, tu peux avoir des callbacks comme ça, tu peux même lancer un café. Et quand tu reviens, il y a des prêts et le café aussi. Parce que voilà, toute l'idée c'est que ça pour l'artiste c'est éditable, alors que ça c'est l'enfer. Encore des trucs waouh avec les ribbons. Du coup en fait on a notre belle curve. Donc les rubans je l'avais pas expliqué mais bon c'est assez évident, on extrude en fait de la géométrie le long de la curve. Et en fait vu qu'on a une curve on dit tiens si on voulait faire autre chose de texture, si on en faisait une spirale. Donc en fait on va calculer tout seul la longueur de la courbe et dire on a besoin d'une spirale qui fait n tours, machin. C'est cool ça. Et du coup on peut après bien sûr c'est assez gameplay, on va dérouler le truc. C'est fait pour faire la fête. Donc le LD peut. Ouais. Le LD dit ce qu'il veut et ça reste. Voilà. Dans le même goût, on fait des mushrooms. Donc là, on déroule en fait on enroule le mushroom le long de sa curve. Et on rajoute aussi, on vient spawner la plateforme elle-même sur la pointe du ruban. Qui est toujours maintenu plus ou moins vertical pour pas que le joueur il tombe quand le mushroom se déroule. Et on rajoute un petit bout de ruban au bout pour faire la petite torsion finale. Et donc encore une fois ça c'est réutilisable à l'envie, on crée autant de longueurs de courbe qu'on veut. Et après on peut rajouter des sous-courbes pour faire des arbres à champignons. C'est fractal. Et quand on met tout ça ensemble, voilà, on fait un level. Donc là, quasiment tous les éléments qu'on a déjà vus, du sol, des arbres, du feuillage, tout ça c'est tout du vectoriel. Il y a quelques animations, donc le renard, la méduse là, et après on fait ça sur plusieurs plans, on met de l'éclairage, et voilà, on compose en fait. Donc ça aussi c'est quelque chose qui est vachement intuitif pour l'artiste de faire sa composition dans l'engine en fait. C'est comme de bosser avec des layers dans Photoshop, c'est comme
on rajoute des couches, au lieu de mettre des coups de pinceau, ben, on fait des vecteurs et puis une texture dessus. Et avec pas beaucoup d'assets, on fait des kilomètres de map. Donc brièvement, on parle d'animation. Pour l'animation, on est parti sur un système d'animation squelettale. En gros, c'est une poupée, une marionnette quoi, de sprite. Sauf que chaque sprite est déformable. Il suffit de rajouter des bones. Voilà, on peut avoir une oreille qui se tord. Et sinon, c'est des body parts qui rotate entre elles, c'est une marionnette. Et on peut, donc sur le squelette, on peut masquer ou changer de body part si on voulait avoir la bouche qui s'anime ou quoi. Si on veut faire du flipbook au sein d'une seule body part, on peut aussi. Et donc tout ça, on l'a fait dans Unity. C'était quelque chose de très important. On voulait que l'anime soit dans Unity pour que on soit tout dans un seul tool. L'artiste ne va pas éditer son truc et puis hop, on passe dans Unity et puis il y a des différentiels, des trucs qui ne marchent pas. Donc on utilise l'outil d'anime built-in, qui vaut ce qu'il vaut. Et pour faire le blending, l'animation tree, on utilise Mekanime, et state machine de Mekanime. Et donc comment on fabrique ça? Brièvement, en fait c'est tout part d'un PSD où on a un layer par body part. Donc voilà, le body, la queue, les yeux, tout ça. Avec ça, encore notre ami l'asset post processor. Alors là c'est l'asset post processor plus parce qu'en fait on ne lit pas directement la texture que nous donne Unity, mais on est notifié que le PSD est changé, et là on a un plugin, on a volé un plugin open source là, PSD plugin, où on lit nous-mêmes le PSD, parce que Unity en fait donne une vue flatten de la texture. Donc là on lit chaque layer, on balance tout ça dans une sprite sheet automatique, on crache aussi un peu de data, de metadata en gros sur où étaient placés les layers dans le PSD, dans quel ordre ils sont, des choses comme ça. Et après en fait on rebalance ça dans notre outil de rig. Donc ça c'est dans Unity Custom. Et là en fait ce que vous voyez c'est la sprite sheet qui a été réaffichée à partir des données du PSD. Et vraiment Unity quand vous passez le truc en fait. C'est ce que nous rend notre post-processeur qu'on a fait nous-mêmes. Et donc voilà, tu pars d'un PSD, ça te crache tout seul la sprite sheet, et ensuite tu t'édites les bones, et ensuite tu édites les sprites, les patch sprites qu'on appelle. Donc là par exemple sur la queue il y a 5 bones, ce qui fait que ça va nous faire 5 patchs qui sont tous bout à bout. Et donc en fait on dessine le contour, et ensuite tout ça c'est skinné au runtime, au moment d'animer, on déforme les bones, ça reskin le patch. Donc il n'y a pas d'UV skinning, ce qu'on peut avoir en 3D, où on est obligé de peindre l'influence des vertex sur les os. Là c'est juste l'enveloppe qui va se déformer. Ça fait un peu peur parce qu'il y a des bones partout, mais c'est quand même un process qui reste vachement rapide en fait. Vachement rapide. Faut le faire, mais c'est beaucoup moins lourd que de modéliser un perso en 3D. Et Guillaume nous parlait de rendu. Le rendu. Ouais, on avait fait ça pour mixer les trucs, pour faire des interventions inopinées. Donc ouais, le rendu, parce que c'est quand même important, ce qui se passe à l'écran. Donc nous on a choisi de faire de la 2D, mais quand même d'utiliser de l'éclairage. Donc je vais parler d'éclairage, mais avant ça je vais juste présenter comment on organise la scène. Donc, tout à l'heure il est un peu spoilé, Benoît il dit on organise la scène en layer, comme dans Photoshop. Donc nous on appelle ça des slices, parce que layer c'était déjà pris dans Unity, on va pas utiliser les mêmes termes. Donc nous pour l'instant on n'utilise que 4 slices, donc background 2 c'est pour vraiment ce qui est au fond, background 1 c'est pour les éléments qui sont lointains, playground c'est pour là où le joueur est, et foreground c'est pour tout ce qui vient devant. Donc là ce découpage il est important parce qu'après on va s'appuyer sur ce... Donc là c'était une animation. Donc ça c'est le fond, donc on voit que c'est vraiment le bordel, mais bon on va le cacher après donc c'est pas très grave. Donc on voit les dessous du niveau, donc le fond qui est flouté, le background qui est un peu moins flouté et puis qui commence un peu à être éclairé, le playground qui lui est beaucoup éclairé parce que c'est là où le joueur va interagir, donc c'est là où on veut qu'il mette son regard. Là. Et le foreground qui est un peu plus noir et pas bien éclairé.
Donc voilà, ça marche en slice comme ça. Donc là, il y avait des termes techniques là, parce que c'était Unity Day quand même. Donc c'est overrolland pour ceux qui connaissent. Donc on vient dessiner là par exemple 15 000 fois le même pixel. Au début il est couleur background, après il est couleur machin. Ah non finalement t'es là. Ah non finalement tu es une superbe fleur. Donc on vient de l'écrire 4 fois le même pixel. Donc ça c'est pas super optimal pour les performances. Si on voulait limiter ça, on pourrait utiliser une Z prépasse. C'est la technique. C'est utiliser le Z-buffer en fait comme ce qu'on fait en 3D pour ne pas dessiner les objets qui sont les uns derrière les autres, pour économiser de l'écriture dans des textures. Pour l'instant on le fait pas, c'est gratuit, le monde est beau, ça tourne partout. On verra après. Après chaque slice, donc chaque layer peut avoir son propre éclairage comme on l'a vu, parce que le background est moins éclairé que. Enfin le foreground est moins éclairé que là où est le joueur et ainsi de suite. Donc on peut faire certains effets. Donc on a blurré par exemple le background, on peut blurrer que lui, c'est juste un effet de calque. On peut avoir des lights qui affectent un ou plusieurs layers, donc si on veut, par exemple l'arbre là il est éclairé derrière aussi, après on peut changer ça, on peut juste éclairer le layer en particulier. On peut faire des distorsions, là ouais c'est un peu c'est l'éclairage des programmeurs, en même temps. Donc il y a des distorsions, je ne sais pas si on voit bien, on voyait rien l'autre fois à Unity Dev parce que c'était en plein soleil. Mais... Donc on peut faire des effets de calque comme ça, comme ce qu'on retrouve dans Photoshop. C'est moins évolué, mais on peut en faire. Après, Benoît tout à l'heure disait que les carpets, donc le système vectoriel, on le réutilisait. Donc là, pour dessiner les lumières, en fait, on utilise les carpets. C'est pareil que le sol, en fait. Sauf que le joueur ne va pas marcher dessus, c'est juste visuel. Donc bah, ça nous évite d'avoir des textures de lumière. Et puis ça nous permet d'éditer rapidement un éclairage, parce qu'on n'est pas des lighters fous. Il y a des mecs dans l'industrie qui sont là que pour lighter les scènes de Noël. Donc là on a réutilisé ce système, donc on peut avoir des courbes beaucoup plus rondes que les gros quads, si on veut faire des choses comme ça. Donc c'est que du vertex color et il n'y a pas de texture pour l'instant. On peut mettre des textures si on veut là-dedans, on pourrait texturer si on veut faire du grain ou du bruit, des choses comme ça. Mais de base c'est juste des couleurs unies. Après il y a quelques subtilités pour rendre l'éclairage un peu plus flagrant. Il y a une notion de front et backlighting. En fait, on va simuler l'éclairage de front d'un objet et l'éclairage de derrière. Donc le rim light, c'est ce qu'ils utilisent souvent dans Mario. Je sais pas si vous voyez Mario, il est bien détouré, quoi. Il est tout blanc sur les bords presque. On a l'impression qu'il y a un projecteur qui le suit partout, tout le temps. Et donc c'est ce qui permet de détacher le joueur et de révéler les détails du perso, de la morphologie. Donc nous, c'est ce qu'on fait avec... donc là, ça c'est l'éclairage de fond, donc c'est les lumières... qui éclaire là, ici, rouge de devant. On simule un éclairage de derrière qui viendrait mettre à jour les détails sur les bords de la surface. Et après on combine les deux, donc ça nous fait du rouge et du vert mélangé. Là. Donc ça c'est pas trop pour les détails, c'est plutôt pour l'ambiance. Et pour révéler les détails des objets, on utilise plutôt le backlight. Donc ça fait un mix et après on pose une lumière, on choisit si elle est de devant, de derrière, et quelle couleur elle est de devant, derrière, et ainsi de suite. On est simulé avec des shaders ou on est payé? Ouais, c'est des shaders. Ouais. On pourrait les peindre, mais comme le but du jeu c'est de réutiliser le peu d'assets qu'on a, par exemple pour faire une forêt entière avec juste la même texture d'arbre, on préfère ne pas baker les lumières dans les objets. Donc le graphiste, quand il fait ces objets, il essaie de mettre le moins d'informations de lumière possible dans l'arbre. C'est pour ça qu'il était un peu tout marron quand il n'est pas éclairé. Et après c'est plutôt les lumières qui viennent révéler les détails. Du coup tu fais en deux passes en fait, tu fais avec... Ouais, il y a deux passes. Ouais, exactement. Je vais le faire juste après là, le slide. Mais... En fait, la lumière frontale, elle éclaire plus au centre et de moins en moins sur les bords, et la lumière back, elle part des bords et de moins en moins vers le centre, c'est plus compliqué. Ouais, après, ce layer-là, c'est le graphiste qui le fait pour l'instant. Donc il highlight ce qu'il veut, ce qu'il sent. Après, on pourrait l'automatiser, mais pour l'instant, ça permet vraiment d'avoir le contrôle sur... Encore une fois, il le fait dans Photoshop, il a deux layers, et nous, on le redécoupe avec le post-processeur. Et du coup, ça permet du coup, avec pas beaucoup d'assets, de faire un peu de variété, quoi. Parce que si c'est toujours le même arbre et le même éclairage, ça rend compte. Et du coup, je comprends pas. Tu redemandes au graphiste de redessiner sur tel élément. En fait, quand il dessine son arbre, par exemple, ouais. Il a son layer de couleur de base. Et après, il dessine, il y a l'explication après, mais il dessine juste, il repeint juste, il a un layer au-dessus de son arbre. Donc il fait son contour de light. Il peint juste ses lights. Enfin, c'est pas vraiment les lights, c'est juste un masque pour dire,
À cet endroit-là, j'aime bien avoir du backlight. Ok, d'accord. C'est juste un indicateur 0 ou 1 pour dire si à ces endroits-là il y a de l'éclairage ou pas. Ouais, enfin nous on utilise les 3 couleurs parce qu'on se dit c'est parti. Ça peut éclairer de la couleur, c'est pas obligé d'éclairer. Parce que couleur première. Ouais, on est couleur. Mais ouais. Donc du coup, comment ça se passe le rendu d'une slice? Par exemple, ça c'est juste une slice, la slice du joueur, là où il y a le plus d'éclairage. Donc en A, on rend les backlights, donc les lumières de derrière, on les rend dans un buffer séparé. Donc ça permet de faire une sorte d'effet de bonne rendering. Là, je sais pas si vous avez déjà vu dans Unity, on choisit l'éclairage dans les render settings. Choisir forward ou defer. Nous on fait du defer. En fait, ça permet de mettre toutes les informations de light et d'éclairage dans des buffers séparés. Et après, de faire le rendu après coup et de calculer l'éclairage à ce moment-là. Et si on fait du forward, en fait, c'est pour chaque objet. On va dire si cet objet-là est affecté par 5 lights, on va dessiner 5 fois l'objet. Ça, c'est du forward. Et à chaque fois, on contribue avec la nouvelle light qu'on est en train d'écrire. Ouais, parce que c'est le cas où je l'ai utilisé, justement, c'est dans les shaders de lumière et je fais toujours une passe forward et une autre passe pour les lumières additionnelles. En fait. Ouais, bah c'est ça, ils font plusieurs passes. Donc nous, on voulait faire tout ça en une passe et ne pas... Après, en forward, ce qu'il y a, il limite vachement le nombre de lumières. Je sais pas si vous avez vu dans Unity, si vous mettez 25 lumières, il dit ouais, on peut le régler, mais après, sur ton PC, ça va moins bien tourner. 25 lumières, on va peut-être pas besoin. Ouais, mais par exemple, nous, tu vois, là, ici, si on considère que ça, c'est des lumières, on en a déjà 10, alors que c'est vraiment pour éclairer un maximum, c'est pour changer l'ambiance du niveau au maximum. Donc là, en A, il y a les backlights, en B, il y a les frontlights, donc ça qui éclaire derrière. En C, ça, c'est le masque que le graphiste a dessiné, pour dire si oui ou non les objets sont affectés par le backlight. Ça, c'est les couleurs de diffuse ou albedo, pour les connaisseurs des objets. Et après, on combine tout ça. On ajoute ces deux-là un peu comme avant. Donc là, on fait en gros une multiplication entre A et C, une multiplication entre B et C, et B et D, pardon. Et après, on ajoute ces deux trucs, et ça nous donne le rendu final. Donc ça... Donc on le répète pour tous les slices. Donc ça c'est un plus gros pour si vous voyez pas bien au fond de la salle. Donc ouais, tu vois que dans le backlight, c'est pas que du noir ou du blanc, on peut déjà mettre de la couleur. Ça permet d'accentuer les... On a l'impression que c'est translucide, quoi. Du coup, on a l'impression qu'il y a une lumière qui a été créée à l'intérieur de l'objet. C'est un peu subtil. Mais... Donc ça... Ouais. Ça c'est les étapes en plus gros, parce que je savais pas si on verrait bien. Donc ça c'est le niveau qui n'est pas éclairé. Donc on voit que c'est assez... on ne sait pas où est le plan principal du plan, ça fait pas trop de profondeur. Après là on éclaire. Après là on fait du HDR, nous on a activé le HDR, donc on peut dépasser les lumières, elles peuvent éclairer plus loin, elles peuvent cramer un peu l'image. Donc on voit un peu sur le... C'est pas non plus violent, on n'a pas poussé parce que le graphiste après il va pleurer, mais au-dessus de l'arbre par exemple il est plus chaleureux dans cette version que dans celle-là. Je sais pas si vous voyez. C'est subtil. Mais bon, c'est dans la subtilité qu'on fait. Donc voilà, ça passe de ça à ça. Et à ça aussi, sans doute. Donc les avantages et les inconvénients de cette technique, c'est que c'est scalable. On peut mettre beaucoup de lights si on veut, c'est le même coût à peu près. On va juste dessiner un peu plus de triangles dans les buffers de lumière. Donc c'est pas comme quand on met des lights forward dans Unity, au bout de 5 il me dit ouais s'il te plaît, mets-en plus, parce que sinon je désactive. C'est nous qui contrôlons le blending exact des lumières, parce que c'est de la lumière 2D, donc s'il y en a une qui passe devant l'autre, on peut choisir comment elles s'ajoutent entre elles. Donc est-ce que c'est de l'additif, ou du blend, ou autre chose. On peut faire un moins si on veut. Donc on a des lights négatifs qui assombrissent par exemple. Et du coup on n'a pas besoin que ce soit des shapes super précises. Donc là comme on peut voir, c'est un peu c'est le chaos quoi. Et c'est pas très grave parce qu'on ne le voit pas au final. C'est juste pour donner, pour colorer les objets, c'est pas pour... On ne voit pas directement la géométrie. Et si vraiment on a besoin de détails, on peut, genre si on va faire un smiley ou un Batman qui appelle dans le ciel, on peut faire une lumière qui utilise une texture de signal Batman et on mettrait dans le ciel. Et ça marcherait, non? Cookies, c'est pas quoi un cookie ou... Ouais, c'est ça. Les cookies, moi je les mange. Et donc les inconvénients, c'est qu'on a besoin justement de faire cette texture de bac. Là, le graphiste, il a besoin de faire
Mais bon, pour la générer, si on voulait, on ferait des dérivés de l'image et puis on mettrait juste les contours, mais bon, ça ferait un truc. Il n'aura pas vraiment le contrôle. S'il a vraiment envie d'highlighter de l'écorce dans l'arbre, il pourrait pas. Pour l'instant, on ne fait pas trop de lumière volumétrique, donc c'est vraiment des aplats qu'on rajoute par layer. On ne peut pas faire un layer de fog, par exemple, enfin une lumière qui serait plus on rentre dedans, plus on est éclairé. On pourrait le faire, mais il faudrait qu'on passe à des